Un petit mot pour débuter, avant de passer la parole à Marie-Josée. Marie-Josée Mozin a accepté de participer à cette deuxième conférence. C'est un honneur qu'elle nous fait. Nous avions eu déjà la chance de l'écouter en avril 2020 pour ceux qui ont voulu absolument assister à nouveau à cette conférence. Vous vous souvenez, en avril 2020, on était à l'époque du confinement. Pendant le confinement, il fallait un petit peu aussi comment dire, continuer à travailler, et j'avais eu cette idée d'inviter Marie-Josée Mozin, que je connais depuis un moment maintenant. Il est important en fait, dans le cadre de votre parcours de formation, d'appréhender tout. Alors je m'adresse aux étudiants, bien entendu, je sais qu'il y a des diététiciens qui sont présents aussi ce soir, mais je m'adresse aux étudiants, vous comprendrez pourquoi. Il est important, dans le cadre de votre parcours de formation, d'appréhender toutes les facettes du métier, mais aussi et surtout de comprendre que nos interventions en tant que professionnels de la nutrition relèvent de l'expertise et nécessitent une rigueur, une démarche, une bienveillance et un partenariat avec les autres professionnels de santé, que ce soit les médecins ou les autres intervenants auprès de nos patients. Et c'est par la qualité de notre expertise, par la qualité de nos échanges avec ces professionnels que nous avons été, que nous sommes et que nous serons encore reconnus. Alors, à l'heure où la profession est parfois mise à mal ou que certains se perdent sur des chemins de traverse, il me semble essentiel de donner la parole à des piliers de la profession pour éclairer votre route en débutant dans cette carrière professionnelle. Alors, une petite présentation s'impose pour nos nouveaux étudiants, nos futurs diététiciens. Pour les diététiciens, vous connaissez très bien Marie-Josée Mozin, c'est un pilier de la profession en nutrition qui est basé en Belgique, chez nos amis belges évidemment, mais vous connaissez le partenariat que nous avons avec nos amis européens et notamment belges. Et donc Marie-Josée est un pilier de la profession en nutrition et plus précisément en diététique pédiatrique. Elle a débuté sa carrière en 1962 dans le service de pédiatrie de l'hôpital Sud de Bruxelles, qui est devenu l'hôpital des enfants, il me semble. Marie-Josée est aussi à l'origine du CEDE, le Comité européen des diététiciens de l'enfance, créé à la demande du professeur Ricourt, qui lui a demandé en 1998. Et actuellement, le CEDE forme une vingtaine de diététiciens par an en Belgique et une quinzaine en France à cette spécialité de la diététique pédiatrique. Alors, la formation est réalisée sur 2 ans en France si, après votre diplôme, vous êtes intéressé. Et le congrès du CEDE se déroulera cette année le 31 mars, je crois, à Paris. Et le premier prix, en fait, Marie-Josée Mozin sera remis, récompensant les travaux de 2 diététiciennes en pédiatrie. J'ai réservé ma date déjà. Alors, une longue carrière au service des enfants en Belgique, et je vous propose tout au long de cette conférence de poser vos questions dans le chat par écrit, et je ferai le relais auprès de notre illustre conférencière, Marie-Josée. Je vous laisse la parole, je coupe mon micro, je vous laisse intervenir. Merci beaucoup, Marie-Caroline, pour cette présentation. Mais voilà, je suis en tout cas très heureuse de pouvoir vous parler et je suis très honorée de voir qu'il y a tant de diététiciens qui se sont inscrits à cette réunion. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'aborder la consultation de diététique en pédiatrie qui peut concerner les enfants depuis le tout début de la vie jusqu'à la fin de l'adolescence. Et je vais vous présenter quelques situations cliniques pour vous montrer à quel point le rôle de l'anamnèse diététique, de l'interrogatoire alimentaire peut être important, même dans l'établissement de diagnostic. Alors, comment je fais pour... Ah oui, voilà. Donc, l'évaluation des ingestats, et ça je pense que c'est très important de bien vous le redire tous les jours, c'est que seuls les diététiciens et diététiciennes nutritionnistes sont aptes à obtenir cette information de manière précise. Les autres professions médicales ou paramédicales n'ont pas reçu la formation qui concerne les portions alimentaires et se trouvent bien en difficulté lorsqu'ils doivent évaluer le résultat des entretiens avec les parents. Alors, comment doit-on procéder? Alors, le plus simple, c'est de procéder selon une approche qu'on pourrait simplement qualifier de logique, c'est-à-dire la première chose à faire, c'est de se présenter. Parce que lorsque vous dites à un enfant, tu dois aller voir la diététicienne, il ne sait pas très bien, ça sonne comme esthéticienne, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, il faut se présenter et rassurer en expliquant l'objectif.
le fait qu'on soit dans un bureau, dans un hôpital, permet à l'enfant d'avoir certaines craintes. Il faut lui dire, mais non, nous allons nous entretenir, tu vas me parler, et je vais t'expliquer des choses, et voilà, c'est un entretien, on ne va rien faire de spécial. Alors, comme je le mets sur la diapositive aussi, très souvent, on oublie de se présenter ou d'expliquer ce que c'est la diététique. Et l'enfant vous répond, je ne sais pas c'est quoi la diététicienne, à juste titre, naturellement. Alors, faire connaissance avec le patient et sa famille, c'est très important. Il faut connaître les conditions de vie de la population à laquelle on a affaire, la motivation des parents, la motivation de l'enfant aussi. Parce que de temps en temps, on retrouve dans son bureau un enfant qui n'a absolument pas la moindre intention de changer quoi que ce soit à son mode de vie. Et donc, on perd un petit peu son temps si on ne lui explique pas la raison pour laquelle on veut cet entretien. Alors, ce qui est très important, c'est d'essayer d'avoir une prescription médicale parce qu'on n'est pas médecin, on a juste notre profession à nous et on est là un peu au service des médecins pour participer à la prise en charge du patient dans le domaine qui nous est propre. Et ce qui est demandé aussi, c'est de comprendre s'il y a une relation possible avec l'alimentation et la pathologie observée, et ainsi de recueillir, comme il est écrit là, des informations qui seront indispensables aussi à l'élaboration d'un nouveau schéma alimentaire qui convient mieux à la situation actuelle. Et enfin, ça peut être aussi la consultation, une vérification d'une consultation précédente. Est-ce que le régime est bien observé ou quelles sont les difficultés qui n'ont pas permis de suivre le régime prescrit? C'est une méthode qui a été élaborée il y a plus d'une soixantaine d'années maintenant, dont je ne suis pas du tout à l'initiative, bien au contraire. Les premières enquêtes alimentaires que nous avons faites étaient avec des spécialistes français de la cirrhose du foie et qui nous avaient demandé d'établir un questionnaire alimentaire pour appréhender un petit peu et la partie nutrition et la partie consommation d'alcool de ces patients-là. Donc, on a élaboré un travail en collaboration avec les diététiciens français. Et ce que j'ai appris et ce que j'ai appliqué, je tiens à dire que c'est vraiment grâce à des collègues françaises, d'une part, Madame Anne-Marie Dartois, que chacun connaît en France, et qui était la première diététicienne de pédiatrie, je crois, à Paris, et des diététiciens de Marseille aussi, avec lesquels nos professeurs avaient collaboré. Donc, nous avons été formés grâce à ces collègues françaises. Comme on le dit, préciser le comportement alimentaire de l'enfant, c'est parfois très difficile. Et je voudrais ici citer la phrase de cet auteur Bernard Pivot, qui a écrit un livre il y a quelques années et qui dit dans ce livre, interviewer, c'est tenter de dérober son miel à un apiculteur. Donc, les patients, la famille des enfants est sur la défensive parce que n'ont pas envie de s'entendre dire qu'ils ont fait des erreurs. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on a affaire à une grande diversité de populations et qu'on ne s'entretient pas de la même façon dans une famille de grands intellectuels par rapport à une famille de personnes qui ont peu étudié. Et donc, il faut s'adapter au milieu social et aux connaissances de la famille. Alors, ce que l'expérience nous a appris, et je dois dire ce qui est très important, c'est que quand on voit un peu, quand on a la chance d'avoir une formation avec des gens de l'industrie alimentaire, par exemple, eh bien, on a appris, si vous voulez, beaucoup de la façon dont il faut s'exprimer avec autrui. Et il faut pratiquer l'écoute active, nous dit-on, ce qui est d'écouter vraiment bien, d'une part, ce que l'enfant a à dire, d'autre part, ce que la famille a à dire, et savoir respecter des temps de silence afin de recueillir toutes les informations nécessaires, parce que c'est très souvent dans les dernières minutes de l'entretien que les parents ou les enfants disent des choses extrêmement importantes. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a bien une prescription médicale
que c'est peut-être aussi à l'initiative des parents, mais alors il va falloir se remettre en contact avec le médecin traitant parce que en pédiatrie en particulier, on a affaire à des pathologies parfois qui ne peuvent pas se traiter par un seul intervenant. Et il faut savoir si c'est parfois à l'initiative de l'enfant ou de l'adolescent, et ça arrive très souvent que l'enfant a effectivement dit qu'il voudrait bien voir une diététicienne parce qu'il ne sait pas très bien ce que le médecin a voulu dire par telle ou telle autre chose. Donc c'est important de savoir à qui on s'adresse. Alors vous allez avoir ici quelques résultats qui soulignent l'intérêt de l'anamnèse diététique dans l'aide au diagnostic. Donc ça, c'est bien important de savoir que nous avons un rôle capital parfois dans la prise en charge des enfants d'une manière globale. Tout d'abord, chez le nourrisson. Mais chez le nourrisson, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a des erreurs dans la préparation des biberons ou l'incompréhension des prescriptions. Et il faut dire que parfois, c'est expliqué très rapidement. Vous verrez quelques exemples tout à l'heure où les explications ont été données par une infirmière qui le fait d'habitude très bien, mais qui, à un moment donné, peut avoir un problème. Et on arrive à des conséquences dans les préparations de biberons qui peuvent expliquer tous les troubles alimentaires. Alors, si on a un enfant qui présente des coliques ou des vomissements, ce n'est pas la peine de dire « mais non, vous pouvez continuer le même lait » parce que la même erreur va se reproduire naturellement. On peut avoir des problèmes de concentration excessive dans les biberons. Donc, les parents ont cru bien faire en rajoutant une mesurette pour que l'enfant soit satisfait. Mais là, vous avez un produit qui devient hyperosmolaire et qui peut créer à lui seul des coliques. Ou alors une dilution excessive qui peut être liée aussi à des problèmes financiers et ça coûte cher les laits pour nourrissons et il arrive que les parents mettent 2 mesurettes par 100 millilitres au lieu de 3 mesurettes par 100 millilitres et donc l'enfant n'est pas satisfait, ce qui veut dire qu'il pleure beaucoup. Alors on a beau lui donner un volume plus important, il n'est toujours pas satisfait. Donc ça peut créer des tensions familiales, voire de la maltraitance, nous avons vu ça, liées à ces difficultés financières. On peut se tromper de produits. Nous avons vu toutes sortes de choses, des farines à cuire qui sont mises telles quelles sans les cuire, du café soluble. On a eu effectivement des gens qui avaient compris que cuillère à café voulait dire café et que donc ajouter du Nescafé au lieu des farines dans le biberon. Donc tout est possible. Alors, une situation particulière ici que je vous présente, c'est un nourrisson âgé de 21 jours qui est admis en raison de difficultés digestives. Il pleure nuit et jour. Il a un reflux gastro-œsophagien, des coliques, des selles liquides, alternant avec la constipation. Et on pourrait dire c'est finalement un problème pour le pédiatre, pas un problème diététique. Seulement voilà, le pédiatre, lui, parfois, il se sent dépassé, et donc il envoie à la diététicienne pour trouver une solution. Alors à ce moment-là, il faut faire une anamnèse diététique assez précise et calculer les ingestats présumés de l'enfant. Donc l'évolution depuis la naissance de cet enfant-là était un arrêt de l'allaitement maternel après 5 jours en raison de coliques. Et finalement, les parents ont utilisé 7 laits différents, soit un lait tous les 2 ou 3 jours, ce qui leur coûte certainement très cher d'une part. Et lorsque on est diététicien, on calcule. Et donc en calculant, eh bien, nous avons pu montrer que l'évolution était la suivante. Le premier lait utilisé est un lait classique pour nourrissons qui contenait du lactose, avec les proportions où vous voyez que la quantité de lipides et de glucides est à peu près pareille. C'est un peu comme dans le lait maternel, donc rien à dire. 3 jours après, à cause des pleurs, on change et on prend un lait pour nourrisson avec du saccharose. Là, on ne change rien, sauf qu'on ajoute du saccharose, on ajoute des sucres et donc la proportion est différente. On a moins de graisse, plus de sucre. Et puis, comme ça ne va pas, au bout de 3 jours, on rechange et on donne un lait à base de protéines de soja, dont la composition est encore totalement différente. Et vous voyez, il y a encore plus de glucides, encore moins de lipides et la quantité de protéines reste pareille.
Ça ne va donc pas et on passe à un lait pour nourrissons avec des dextrine maltose cette fois-ci. Donc on se retrouve à peu près dans les mêmes proportions que le précédent. Et enfin, on revient à un lait pour nourrissons avec lactose. Et donc, quelle est la solution de toutes ces variations? Ben, la solution, c'est de rassurer les parents, d'expliquer les difficultés induites simplement par tous ces changements de lait qui amènent donc, comme vous l'avez vu, à des proportions totalement différentes. Et donc, l'intestin et l'estomac ne s'habituent pas volontiers à des modifications pareilles tous les 3 jours. Donc, c'est un petit peu comme si on mange grec aujourd'hui, italien demain, et puis qu'on revient à l'alimentation française après-demain, et puis on va chez les Anglais un petit peu le surlendemain. Ben, on ne se sent pas très bien non plus quand on fait ça. Alors, on peut comprendre la fatigue des parents et tenter de suggérer une aide. Et parfois, s'assurer qu'il n'y a pas d'intolérance naturellement, mais l'intolérance ici, dans ce cas-ci, était exclue par le médecin. Et donc, on a repris pour bien faire le lait pour nourrissons déjà testé, en mettant en place peut-être une aide pour la maman qui se sentait un peu dépassée par les événements. Alors, l'évaluation détaillée de l'alimentation particulière est quelquefois très importante et de nouveau le pédiatre nous adresse ces enfants-là parce que ça peut amener à des situations bien compliquées quelquefois. Donc nous voyons avec le pédiatre un nourrisson de 9 mois qui a un retard staturopondéral, il est donc inférieur au percentile 3 pour le poids et pour la taille. C'est donc un enfant qui ne grossit pas et qui ne grandit pas. Ce qui veut dire que quand un enfant ne grandit pas, c'est comme un adulte qui maigrit naturellement. Cet enfant est hypotonique. À 9 mois, il ne tient pas bien assis, il ne tient pas la tête, il a une peau très fine et tout à fait craquelée. Et le pédiatre décide de faire une mise au point biologique et demande à la diététicienne de calculer le régime actuel, qui est un régime végétal. Les parents étant végétariens ne veulent pas entendre parler de lait qui contiennent des protéines animales. Alors, quand on fait une anamnèse diététique, c'est bien d'en faire une évaluation calculée dans ces situations-là. Et vous voyez que si on regarde les principaux nutriments, bien voilà les protéines, la quantité de protéines donnée est de 4,2 grammes, on verra tout à l'heure le détail, et alors que les recommandations sont 2,2. On a 31% de lipides là où il faudrait 45 à 50% comme dans le lait maternel. La quantité d'eau est de 175 alors qu'on devrait être entre 140 et 160 maximum. Pardon. 337 mg de calcium, donc c'est inférieur aux recommandations. Le chlore est 10 fois moins présent que dans un régime correct. Il y a trop de sodium, pas assez de potassium et beaucoup trop de magnésium. Donc vous voyez l'intérêt de calculer les anamnèses alimentaires, non pas simplement d'avoir l'impression non, ça ne va pas. Non, bien sûr que ça ne va pas, mais voilà à quel point ça ne va pas. Alors, si on regarde les résultats biologiques de cet enfant, les protéines totales sont de 3,9 grammes par décilitre, ce qui est très abaissé pour les albumines aussi, l'hémoglobine aussi, les globules rouges aussi, et le taux d'urée, lui, est dans les limites de la normale. Et quand on regarde l'aminogramme de cet enfant, ce que le pédiatre nutritionniste avait demandé, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de perturbations, donc trop peu de cystine, trop peu de méthionine, tout ça sont des acides aminés essentiels. C'est limite pour la leucine, c'est beaucoup trop peu, l'isoleucine, c'est trop peu pour la leucine, beaucoup trop peu pour la tyrosine, et par contre, ici, la phénylalanine, c'est un petit peu supérieur à la normale, et la lysine, ça va encore. Donc, vous voyez que ces régimes végétaliens, végétariens, amènent à des perturbations de l'aminogramme. C'est quand même pas rien du tout. Il n'y a pas que le poids qui compte dans ce cas-là. Alors voilà, maintenant on va aborder, si vous voulez bien, d'autres chapitres qui sont l'hypercholestérolémie, insomnie et colique.
Alors voici un nourrisson de 7 mois qui est présenté en consultation de pédiatrie pour hypercholestérolémie. Le pédiatre qui était le cardiologue qui aurait pu régler ce problème d'hypercholestérolémie chez un enfant tout petit m'appelle parce qu'il y a en plus des difficultés d'endormissement, de l'insomnie, de l'hyperactivité et qu'il voudrait que je revoie l'anamnèse diététique familiale puisque toute la famille est atteinte d'hypercholestérolémie. Donc, nous relevons l'histoire de l'enfant en tout premier lieu. Il a eu du lait maternel pendant 2 mois, et puis après ça, on est passé à un lait pour nourrisson, plus céréales, comme le médecin avait prescrit. Et on s'aperçoit que chaque biberon de cet enfant contenait 3 cuillères à café de café soluble. Donc, d'où mon grand étonnement, je dis, mais comment ça 3 cuillères à café de Nescafé dans les biberons, mais c'est énorme, qui explique peut-être qu'il ne dort pas très bien, cet enfant-là. Et donc, la maman était une maman très jeune, de langue flamande, avait rencontré un pédiatre qui parlait le français et qui avait parlé d'une cuillère à café de céréales infantiles. Et pour la maman, une cuillère à café égale une cuillère de café. Hein. Et donc, vous voyez des situations où on se dit, mais c'est invraisemblable, ça n'existe pas. Ben, nous avons vu ça. Donc, c'est pour vous dire que votre rôle peut être vraiment déterminant dans le diagnostic que va poser le pédiatre et dans la solution qu'il va trouver. Alors, il faut bien souvent évaluer et comprendre le comportement alimentaire chez l'enfant. Certains refusent, d'autres n'ont pas du tout envie de manger et d'autres ne savent pas pourquoi les choses ne vont pas bien. Et ce qui est important, c'est de connaître l'ensemble de la vie de l'enfant. On ne va pas se centrer uniquement sur le moment où il mange et ce qu'il mange, mais sur comment il vit cet enfant-là. Et donc, ça peut nous donner des indications extrêmement utiles. Et là, nous avons développé une espèce de graphique qui permet de voir le nombre d'heures, par exemple, consacrées au sommeil, le nombre d'heures d'activité, le nombre d'heures de télévision, comment se déroule la journée, les 24 heures de l'enfant. À ce moment-là, on arrive à comprendre beaucoup de choses déjà. Y a-t-il maintenant une relation possible entre l'alimentation et le sommeil? On pourrait dire, non, mais chacun a sa place, là, le sommeil, c'est le sommeil, l'alimentation, c'est l'alimentation. Et il se fait que j'ai été amenée à m'intéresser à cette relation, alors que quand on a créé l'unité de sommeil, je me suis dit, enfin, un département où je n'aurais rien à faire, eh bien, que nenni. On faisait donc dans cette unité de sommeil un enregistrement du sommeil des enfants dans le cadre du dépistage de la mort subite à l'époque. Et comment donc le pédiatre un jour me croise et me dit il y a un enfant qui est venu pour faire un enregistrement du sommeil. Il n'a pas dormi de la nuit, je n'ai pas su faire l'enregistrement et en plus il a un petit peu d'eczéma sur le crâne. Il a pourtant un lait spécial. Est-ce que tu veux le revoir? Donc, je fais une anamnèse diététique et effectivement, il avait un lait adéquat, mais les parents rajoutaient un biscuit dans le repas de fruits, ce qui veut dire qu'on avait des protéines de lait en petite quantité dans le biscuit. Alors, j'ai simplement dit à ses parents de supprimer le biscuit et que probablement l'eczéma allait s'en trouver beaucoup mieux. Et puis, 2 semaines après, l'enfant est revenu pour faire son examen de sommeil et là, il a dormi 8 heures d'affilée sans se réveiller. Et donc, le pédiatre m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait du tout, j'ai retiré le biscuit et il semble que ça va mieux du côté de l'eczéma aussi. Et alors, il s'est dit à ce moment-là, eh bien, nous allons essayer de voir s'il n'y a pas une relation entre l'allergie aux protéines du lait de vache et les troubles du sommeil de certains enfants. Et en fait, les troubles du sommeil entre 6 mois et 2 ans, le problème le plus commun, ce sont des problèmes de comportement ou d'habitudes inappropriées au moment de mettre l'enfant au lit, de stress dans la vie familiale, de dépression maternelle, voire parfois des causes psychiatriques chez les enfants un peu plus grands.
Alors, ceci est arrivé à nous faire observer qu'il y avait effectivement une relation entre les troubles du sommeil de l'enfant et l'allergie aux protéines du lait de vache. C'était publié en 1985 dans la revue Pediatrics, qui est une revue quand même assez sévère pour y publier. Ça a donc été accepté et puis confirmé par la suite par de nombreux cas. Alors, quand on recense l'ensemble des problèmes de troubles du sommeil chez les enfants de moins de 2 ans, on voit que l'allergie aux protéines du lait de vache confirmée par les tests représente 8,8%, donc un peu moins de 9% des cas. C'est de loin pas le problème numéro 1, bien sûr. C'est souvent un problème d'incompréhension de la famille quant à comment mettre dormir l'enfant, comment ne pas être anxieux par rapport à toute une série de choses. Mais donc, à peu près 9% de ces enfants ont une incapacité à s'endormir à cause d'une allergie aux protéines du lait de vache. Donc, voilà que j'étais obligée de travailler dans ce secteur-là aussi, contrairement à ce que je pensais. Donc, c'est important de connaître le mode de vie des enfants, non pas seulement la journée, mais aussi durant la nuit, parce qu'il se passe des habitudes alimentaires nocturnes qui sont parfois assez amusantes. Et donc, on me demande de participer à la mise au point d'un problème chez une enfant de 28 mois. Qui est admise parce qu'elle est admise hospitalisée, parce qu'elle ne mange pas. Et la maman nous dit, je ne sais pas ce que je dois faire, elle ne mange pas, quelques cuillères à chaque repas, et puis elle ne grandit pas bien, elle était sous le percentile 3 pour le poids et pour la taille, et on avait observé un ralentissement de sa croissance staturopondérale depuis l'âge de 10 à 12 mois. Donc, elle est hospitalisée. À ce moment-là, moi, je n'interviens pas, on ne me demande rien. On exclut toute une série de pathologies digestives comme l'intolérance aux protéines du lait de vache, des allergies. On exclut aussi la présence d'une tumeur diencéphalique qui peut apparaître à cet âge-là. Aucune pathologie n'est décelée, aucune intolérance. Et finalement, en désespoir de cause, le pédiatre demande une anamnèse diététique. Et je procède donc à ça. Et dans l'anamnèse diététique, il faut un petit peu voir l'horaire de l'enfant. Et donc, on s'aperçoit, et puis l'historique aussi, de 0 à 6 mois, cet enfant va très bien, a de l'allaitement maternel, grandit et grossit correctement. Il est suivi par ce qu'on appelle en Belgique l'Office de la naissance et de l'enfance, qui envoie des infirmières sociales à domicile pour voir si tout se passe bien et qui interroge, tout ça va très bien. Et par la suite, elle mange de moins en moins bien. Elle est suivie par les mêmes infirmiers, mais qui ne trouvent pas de solution. L'enfant prend quelques cuillères de purée de légumes, un petit peu de viande, un peu de yaourt, un petit suisse, de l'eau à la grenadine et un demi-fruit. Et on apprend que le repas en numéro 1 se passe à midi et qu'on la met au lit à 19h30. Donc il y a un nombre d'heures très important pendant lequel on ne présente même pas d'aliments à cet enfant. Donc elle dort très bien, dit la maman, et très longtemps. Ce qui fait que je me demandais s'il n'y avait pas une pathologie du sommeil. Je préviens le médecin qui s'occupe de ça. Et il me dit, eh bien, on va faire une actimétrie à domicile. On va lui mettre un petit actimètre de poignet qu'on met à la jambe chez les petits enfants comme ça. Et on va analyser ça. Donc la semaine suivante, la maman revient avec son enfant, les résultats de l'actimétrie. Et cela nous permet de voir que l'enfant est maintenu au lit de 3h20 à 10h et que donc elle passe du temps uniquement entre 5 et 7 heures par 24 heures. Alors, on s'en inquiète, on dit à maman, comment se fait-il qu'elle soit si longtemps, parce qu'en fait, elle est réveillée beaucoup plus tôt, elle est réveillée à 7 heures du matin, et comment se fait-il qu'elle redort alors après? Qu'est-ce que c'est que ça pour une organisation? Et puis la maman nous dit que
en fait, elle a grandi dans des institutions, qu'elle est au chômage, qu'elle ne doit donc pas se lever pour aller travailler et qu'elle dort jusqu'à midi. Donc, elle ne s'occupe de son enfant qu'après midi. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle une carence psycho-affective qui, c'est dans la littérature, induit un ralentissement de la croissance avec un déficit d'hormones de croissance. C'est donc un anisme de cause psychosociale. Alors, la maman est seule, en chômage, pas d'horaire précis, et personne ne lui a jamais dit qu'elle ne pouvait pas faire comme ça parce qu'en fait, elle a grandi, elle, dans des institutions. Elle n'a pas de famille autour d'elle, elle n'a pas de maman pour lui dire comment faire. Et donc, c'est quelque chose qui est bien connu, c'est documenté dans la littérature médicale. On sait que ces choses existent. Donc, la solution a été de lui dire, vous devez la lever à 8 heures, elle doit manger à ce moment-là, vous allez la conduire à l'école ou à la crèche, et puis vous irez la rechercher à midi, et puis elle retournera l'après-midi. Et donc, on a réorganisé la vie de cette maman et tout est rentré dans l'ordre. Alors, en termes de refus alimentaires, il peut y avoir des refus alimentaires spécifiques. Et là, on me demande de venir à une consultation faite par un professeur qui s'occupait des maladies métaboliques depuis très longtemps et qui avait fait le diagnostic bien avant que j'arrive dans sa consultation, mais qui me demandait de venir écouter cette affaire. Donc, c'est un refus alimentaire spécifique avec un contrôle de poids chez une petite fille de 10 ans qui pratique la danse classique, qui est surveillée très très fort, et ça vous devez savoir aussi que parfois il y a un abus. Son poids et sa taille sont surveillés par le professeur de danse qui dit qu'elle ne peut absolument pas grossir et qu'elle doit faire très attention parce qu'elle est douée, mais elle doit faire attention. Alors, les parents pensaient que c'était à cause de ça que la petite fille prenait trop peu de poids, qu'elle avait peur de manger, etc. Alors, on procède à l'anamnèse diététique et je m'aperçois qu'elle refuse le sucre et les pâtisseries et les sucreries. Et les parents disent, oui, mais ça, c'est parce que elle n'ose pas, elle ne peut pas grossir, donc elle n'en prend pas. Elle préfère les salades, les épinards, le riz, les pâtes et les pommes de terre, mais elle refuse les pommes de terre plus anciennes. Et elle refuse les carottes, les tomates et quelques autres légumes. Donc, les diététiciens de pédiatrie ont déjà fait le diagnostic. En fait, le pédiatre me demande de préciser les choses et je m'aperçois que cette petite fille refuse le fructose. Et donc, son histoire alimentaire, c'est qu'elle a eu un allaitement maternel de longue durée, que les premiers repas ont été des repas légumes, viande, et qu'elle n'aime pas les fruits. Elle a des nausées si on insiste, et donc on n'a pas donné de fruits jusque-là. Donc, la diversification s'est faite avec du pain, beurre, fromage, légumes verts et viande, ça c'est OK, mais pas les fruits. Donc, l'anamnèse suggère un diagnostic de fructosémie qui effectivement a été confirmé par les tests qui sont nécessaires pour le faire. Donc, vous voyez que là, le rôle de diététicien est capital parce que lorsque vous apercevez qu'un enfant exclut de son alimentation lui-même le sucre, c'est une fructosémie dans la plupart des cas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de contourner ce refus en disant mais peut-être que si on le met sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Non, on fait d'abord un diagnostic d'exclusion de la fructosémie et on n'insiste pas pour que l'enfant reçoive du fructose de toute façon. Donc, la fructosémie a été confirmée et nous avons vu ça à plusieurs reprises, notamment chez une patiente de 50 ans qui était devenue avocate entre-temps et qui, depuis la petite enfance, refusait le sucre, avait été vraiment traumatisée dans son école parce que les institutrices l'obligeaient à manger du sucre, on mettait du sucre sur son assiette. Elle était obligée parce qu'on croyait que c'était un caprice. Et donc, elle avait été très malheureuse jusqu'à ce qu'à 50 ans, on fasse enfin le diagnostic de fructosémie. Maintenant, arrivons un peu chez les adolescents. Marie-Caroline, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Oui, allez-y, c'est passionnant. Vous m'arrêtez, hein. On est largement. Oui, allez-y. Alors, l'obésité, les carences nutritionnelles les plus fréquentes observées chez les adolescents, bien sûr, en tant que diététicien. Et donc, on a ici une publication qui montre
prévalence d'ingestat inadéquat, mais que parfois on a des carences qui sont nécessaires à prendre en considération aussi. Vous voyez ici, il s'agit de la vitamine E et du magnésium. Donc, il ne faut pas calculer que les protéines, lipides, glucides, ou bien même ne pas calculer du tout quelquefois. Je vois parfois dire, oui, c'était beaucoup trop, donc je lui ai dit de manger moins. Non, on calcule, c'est pour ça qu'on est diététicien, c'est pour ça qu'on a une supériorité sur les autres professions médicales et paramédicales. Alors, on a des carences en vitamine D chez les enfants obèses. Il faut penser à s'en inquiéter. Bon, maintenant, il y a beaucoup de publications à ce sujet-là qui disent que finalement, la vitamine D se trouve dans le tissu adipeux, mais il faut suivre la littérature à ce sujet et en tout cas veiller à ce que la quantité de vitamine D consommée soit selon les recommandations. Alors, on a quelques consultations de suivi naturellement d'adolescents malades chroniques qui continuent à avoir besoin de régimes particuliers. Cette période est très particulière parce que ces adolescents se comportent en adolescents avant de se comporter en malades chroniques et donc vont, pour certains malades cœliaques, tout d'un coup estimer qu'ils vont suivre un régime avec du gluten parce que comme ils ont peut-être un ventre un peu proéminent quelquefois, mais ils se disent je suis trop gros, donc je dois maigrir. Et pour maigrir, eh bien, je vais manger un petit peu de gluten, comme ça je vais avoir des gastroentérites et ça va régler mon problème de poids. Donc il faut savoir que ces choses-là existent. Donc il faut refaire parfois l'éducation, réexpliquer les risques de ne pas suivre le régime. La même chose chez des enfants, chez des adolescents atteints de mucoviscidose qui parfois suppriment d'eux-mêmes les enzymes pancréatiques parce qu'ils ont constaté qu'ils avaient aussi un abdomen un peu trop proéminent. Et ils essayent ça sans le dire bien sûr à leurs parents, mais pour essayer de contrôler par eux-mêmes leur aspect. Alors, l'avantage des diététiciens pour les parents, c'est que parfois ils se sentent plus en confiance qu'avec le médecin. Le médecin est souvent très pressé, il a beaucoup de travail, il ne consacre pas un temps suffisant à cet aspect nutritionnel. Et les parents nous disent donc parfois des choses qu'ils n'ont pas dites au médecin et qui auraient pu aider à poser un diagnostic. Donc, si vous voulez, il y a un autre problème aussi, c'est que les médecins connaissent les besoins nutritionnels, mais peut-être pas dans les aspects pratiques, et c'est parfois un petit peu compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on les retrouve dans nos consultations. Alors, je vais vous parler d'une situation particulière qui aurait dû être vue beaucoup plus rapidement par la diététicienne. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans qui présente des malaises de temps à autre, qui l'envoie chez le neurologue. Le neurologue pédiatrique pense qu'elle doit avoir des migraines, que ça doit être un problème lié aux migraines, et donc lui prescrit un traitement médicamenteux et lui propose d'arrêter le sport. Donc c'est une petite jeune fille de 13 ans qui est en surpoids. Ensuite, elle est adressée au gastro-entérologue pédiatre aussi parce qu'elle présente un reflux gastro-œsophagien et pour lequel elle reçoit un traitement médical. Et puis pour finir, je crois la gastro-entérologue pédiatre se dit elle a quand même un excès de poids, il faudrait l'envoyer en diététique. Donc je la vois et je refais mon anamnèse et comme je vous ai dit déjà, j'interroge sur le sommeil. Elle me dit qu'elle se couche à 22 heures, se lève à 6h15, quelle est la qualité de son sommeil, mais elle s'endort très difficilement. Depuis 2 à 3 semaines, elle transpire beaucoup, elle a des cheveux mouillés le matin. Bon, je me vois déjà l'envoyer chez le spécialiste du sommeil, mais j'attends la suite. Elle a des douleurs abdominales fréquentes durant la nuit et elle se sent très fatiguée au lever. Et puis, j'en viens à l'anamnèse diététique. Elle fait 3 repas par jour. L'apport énergétique est restreint depuis quelques mois. Et la maman me dit, mais on est très content. Elle règle elle-même son problème de poids. Donc, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi on doit vous voir.
Je dis, on va voir, on continue un petit peu à parler. Et je m'aperçois que depuis quelques semaines, elle boit 1,5 litre à 6 litres d'eau entre 22h et 6h25 du matin. Et ensuite, je fais l'évaluation de ce qui se passe durant la journée. Durant la journée, elle boit 30 gobelets de 250 millilitres d'eau. Elle boit 3 litres d'eau quand elle rentre à 16h et plusieurs verres d'eau au repas du soir. Alors, je dis, ben, ça me paraît un peu beaucoup, dis-je à la maman, qui me répond, mais il faut savoir ce que vous voulez, les diététiciens. Vous dites qu'il faut boire de l'eau pour maigrir, alors elle en boit beaucoup et vous n'êtes pas encore content. Je ne suis pas contente, c'est que votre fille pose problème. Moi, je voudrais bien que nous allions voir le diabétologue qui, par chance, est dans l'hôpital. Donc, pour moi, quelqu'un qui boit autant d'eau et qui maigrit, je me dis, c'est un diabète, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Eh bien, que nenni, la glycémie de cette petite jeune fille est tout à fait normale. Et donc, le diabétologue me dit le lendemain, mais non, tu dois la revoir parce que ce n'est pas du tout un diabète. Et donc, je pense qu'il faudrait la revoir et avec un endocrinologue. Donc, c'était en fait une potomanie. Cette jeune fille buvait de l'eau en trop grande quantité, a dû être hospitalisée et suivie par les médecins spécialisés dans ce domaine-là, mais elle a refusé l'hospitalisation et la maman reste convaincue que c'est nous qui nous trompons et que boire de l'eau, c'est finalement très bon. Donc, son diagnostic n'était pas du tout diététique, ce n'était pas du tout un diabète, ce n'est pas du tout un problème de sommeil, c'est un problème à suivre par d'autres spécialistes et je ne sais pas où ils en sont après. Mais après coup, on se dit que ces malaises qui l'amènent chez le neurologue sont liés évidemment à cette quantité anormale d'eau qui entraîne des déséquilibres électrolytiques et chez le gastro-entérologue, puisque boire quand même une quantité pareille d'eau, ça explique un petit peu le reflux gastro-œsophagien. Mais ni l'un ni l'autre n'avait posé les questions concernant cette consommation, et elle ne l'avait pas dit puisqu'elle trouve que c'est normal. Hein? Et donc, en fait, on est passé à côté de ce diagnostic depuis le début, alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout un problème diététique. Voilà. Mais donc, vous voyez l'importance que vous pouvez avoir en allant fouiller un petit peu dans l'alimentation des enfants. Voilà, ça c'est ce que nous avons dit. Voilà. Alors, donc ça, je vous l'ai dit. Donc, l'anamnèse diététique est donc un outil qui est extrêmement précieux dans la prise en charge correcte des patients et pas toujours dans le cadre de surpoids ou de manque de poids. Il est important dans toutes les pathologies digestives, naturellement, dans toutes les pathologies nutritionnelles. C'est une spécificité du métier de diététicien nutritionniste. Personne dans le personnel médical ou paramédical n'est capable de vous remplacer correctement dans ce domaine-là. Sachez-le. Donc, je vous invite à commencer par là lorsque vous prenez en charge un patient, faire une évaluation précise chez vos patients va vous amener à attirer l'attention des médecins sur des choses auxquelles ils n'ont pas pensé ou ils n'ont pas eu d'informations. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter. Et maintenant, je suis tout à fait ouverte à toutes vos questions et toute autre discussion. Merci de votre attention. Marie-Josée, c'était passionnant, comme la dernière fois, c'est un plaisir de vous écouter. Alors j'ai Jenny qui pose une question au sujet de votre premier petit patient que vous avez présenté, qui avait 9 mois, il me semble, dans le deuxième, je crois. Jenny, si vous voulez prendre la parole pour votre question. Bonjour et merci, c'était très enrichissant. Je voulais juste savoir, c'était la première maman qui avait une mauvaise prise, enfin qui était un petit peu déstabilisée, qui n'avait pas eu un passé maternel adéquat. Et oui. Vous lui avez proposé... Non, c'était pas ça, pardon, c'était la première. Ça, c'est la dernière patiente. Oui, pardon. À qui vous avez proposé de l'aide parce qu'elle était fatiguée. Oui.
C'était la première. Je voulais savoir quel type d'aide vous avez proposé. Est-ce que c'était vous qui étiez à l'initiative de cette aide, justement? Non, non, à ce moment-là, il y a en Belgique un organisme qui s'appelle qui était l'œuvre nationale de l'enfance, c'est devenu l'Office de la naissance et de l'enfance. C'est donc un organisme parastatal dans lequel travaillent des infirmières certainement, qui font des formations d'assistantes sociales. Ces assistantes sociales passent à domicile et on peut attirer l'attention lorsqu'on a une situation comme ça. Elles vont être un petit peu plus attentives. Donc, c'est à ça que j'ai pensé à ce moment-là. D'accord. Et j'ai une seconde question, si je peux me permettre. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de voir les enfants dans un premier temps seuls et ensuite avec leurs parents, ou pas du tout, il faut toujours la présence des parents? De toute façon, oui, ça peut parfois se faire, mais il faut l'autorisation des parents. Il faut savoir pourquoi vous avez envie de le voir seul. Moi, je ne le fais pas parce que les parents ont intérêt à entendre un petit peu ce que l'enfant ressent. Ce que je vais demander, par exemple, aux parents, c'est de ne pas intervenir. Et quand je reçois des parents avec un enfant, je m'adresse à l'enfant d'abord. Je dis bonjour à tout le monde, mais je m'adresse à l'enfant tout de suite. Et euh, on essaye de dire aux parents, laissez-les un petit peu dire, vous direz après comment vous voyez les choses, et puis il sera intéressé aussi à savoir comment vous voyez les choses, on va essayer de comprendre. Mais c'est exceptionnel que l'on reçoive l'enfant tout seul. D'accord, parce que là, on a vu dans le dernier cas là, de cette adolescente de 13 ans que peut-être il y avait peut-être une influence aussi de la mère qui pouvait être assez présente. Oui, mais là vous me parlez d'enfants. Hein. Donc, les adolescents parfois viennent effectivement tout seuls à la consultation avec l'accord de leurs parents, naturellement. Et ça, oui, mais la plupart du temps, c'est avec leurs enfants. Ça, c'est avec leurs parents. D'accord, je vous remercie infiniment. Parce que je trouve qu'il est important que l'ensemble de la famille soit au courant des propositions que l'on fait. Et si les parents ne sont pas d'accord, et c'est arrivé, bien entendu, que des parents disent oui, mais non, on n'a pas le temps, voici, bien sûr, on doit dialoguer avec les parents aussi. Mais je veux dire, a priori, nous, ça ne nous dérange pas que la discussion ait lieu en notre présence, si vous voulez. Oui, oui, bien sûr, c'était juste des fois parce qu'ils peuvent être influencés ou avoir peur de parler devant les parents. Oui, mais ça se voit. Prendre un petit temps seul et ensuite avec les parents pour reprendre un petit peu Oui, ce oui, qu'on va vous avez mettre en raison. Dans le principe, vous avez raison. Mais on n'aime pas trop. Avec tout ce que l'on entend maintenant, on n'aime pas trop d'être seul avec un enfant, ou alors on est en consultation à plusieurs. Ça, oui, s'il y a un pédiatre et la diététicienne avec lui, peut-être on peut être amené à le faire. Mais c'est quand même assez rare. Parce que ça nous donne aussi une indication. On voit très bien, on peut rectifier dans la compréhension des parents qui parfois ne comprennent pas du tout pourquoi un enfant, par exemple, cœliaque, va se mettre à manger du gluten pour maigrir. Naturellement, il faut que les parents soient là, il faut qu'ils soient au courant. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas court-circuiter et s'adresser seulement à l'enfant. Je pense, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Merci beaucoup. Il faut être clair avec tout le monde, autrement dit. Et donc, Céline demande de la même façon, recevez-vous les parents seuls sans l'enfant? Non, jamais. Céline, si vous voulez prendre la parole. Jamais, parce qu'il est important, sinon l'enfant a l'impression qu'on l'a court-circuité, qu'on a pris des décisions alors qu'il n'a pas pu donner son avis. Et ça, c'est vraiment, je crois, même les pédiatres ne font ça jamais. Et Laurence complète. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du secret professionnel si l'on est en entretien avec l'enfant? Faut-il tout répéter? Qu'est-ce que vous entendez par tout répéter, Laurence? Est-ce que vous pouvez développer? Bonjour, en fait, j'ai eu le cas d'une jeune patiente qui, par l'alimentation, avait eu d'autres soucis plus graves et elle m'en a parlé et je me suis retrouvée un petit peu coincée. Alors, ce n'était pas dans le cadre professionnel, c'était quand j'étais encore étudiante.
Et du coup, je me dis, ça peut arriver. J'en ai parlé avec une diététicienne qui m'a dit, ça arrive. Et je me suis demandé comment on gérait quand Eh il y bien, alors, avait… on explique qu'on a besoin d'une psychologue, on a besoin du pédiatre et que cet enfant doit être revu par le pédiatre absolument, qui enverra chez le psychologue. Donc, nous, en tant que diététiciens, là, on est dépassés par toutes ces situations familiales qui se posent. Nous ne sommes absolument pas armés pour faire face à ça. Et je pense que chacun a sa place. Je veux dire, autant je défends les diététiciens à la leur, autant je pense qu'il ne faut pas aller vers la psychologie. Ce n'est pas notre métier, nous allons le faire mal. Hein, parce que les psychologues ont leur rôle, ils ont leurs compétences. Nous n'avons pas ces compétences et donc il ne nous appartient pas d'intervenir. Et ils disent aussi, on ne joue pas avec la santé mentale des patients. Non, c'est ça, très tout à bien. fait. Voilà, il faut Tout à faire fait. très attention. On ne sait pas en face de nous, nous n'avons pas les compétences pour effectivement. Mais votre question était très intéressante. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour rebondir, nous avions donc le professeur Kahn avait organisé une consultation pluridisciplinaire et nous recevions les enfants à 3. Il y avait le pédiatre, il y avait la psychologue et moi-même. Et selon l'interrogatoire, si vous voulez, eh bien finalement, j'allais voir l'enfant plus précisément sur l'aspect nutritionnel. Et si c'était plus psychologique, c'était la psychologue qui partait avec l'enfant et qui allait s'entretenir un peu plus longuement dans son problème. Donc, ces consultations pluridisciplinaires sont extrêmement intéressantes. Oui, tout à fait. Et donc, une autre question qui rejoint ces questions. Angèle demande, y a-t-il une formation à la psychologie incluse dans la formation de diététicien en Belgique? Ah oui, oui, évidemment. Dès la première année, il y a un cours de psychologie. Nous avons mis aussi un cours de psychologie dans la formation de spécialisation en diététique de l'enfant. C'est tout à fait indispensable, justement pour connaître ses limites. Donc, Laurence revient sur la question qu'elle a posée. Elle demande mais finalement comment faire si l'enfant en consultation diététique demande à ce que ce ne soit pas répété. Moi, j'ai répondu dans la messagerie de contacter le médecin. Effectivement, en consultation de ville, on peut comprendre la question de Laurence. En consultation de ville, vous allez me dire si je me trompe, Laurence, votre petite patiente vous a confié quelque chose. Qu'est-ce que vous en faites? Donc, moi, j'ai répondu, contacter le pédiatre. Vous, Marie-Josée, si les parents, on entend que les parents ne sont pas présents, c'est ça, Laurence, hein? Exactement, mais j'étais pas encore en… D'accord, oui, mais Je on suis pas encore imagine. professionnelle, mais en discutant avec des diététiciens, je sais que ça arrive. Et je me demande comment on fait, puisqu'il y a justement l'alliance thérapeutique qui s'est faite, puisqu'il y a une forme de confiance, et comment ne pas trahir l'enfant. Voilà, j'ai été très mal à l'aise par Mais rapport on à le trahit, ça. oui, Voilà. non, mais on le trahit pas, mais on lui fait comprendre que ça, c'est un problème dont il doit discuter avec le médecin et que ce n'est pas à nous à régler ce problème-là. Que donc, c'est quelque chose qu'il va falloir dire au médecin et que le médecin va savoir comment régler le problème avec sa famille et l'adresser chez le psychologue approprié. Mais nous ne sommes pas compétentes dans ce domaine-là. On garde l'information peut-être par rapport à ça, mais on doit le dire au médecin. Il faut pas garder une information d'ordre psychologique pour vous-même, d'autant que vous pouvez rien faire. Donc vous pourrez rien en faire. Moi, je dirais que on prend contact avec le pédiatre traitant et on explique la situation. Il n'y a rien à faire. Oui, c'est intéressant. Et puis, c'est d'autant plus intéressant dans ce type de situation, comme dans d'autres que moi j'ai pu rencontrer en pratique, notamment libérale. C'est justement à ce moment-là, quand on est en contact avec le médecin, qu'on arrive à créer, quand on ne le connaît pas forcément, que voilà, autant dans un hôpital, on se connaît tous assez vite, mais et c'est justement à ce moment-là qu'on peut mettre en place une alliance. Un vrai travail, on est reconnu, enfin, je ne sais pas ce que vous pensez, Marie-Josée, mais chaque fois que j'ai contacté des médecins pour un problème particulier, on décroche le téléphone ou on écrit, on a un contact ensuite qui est vraiment de très grande qualité. On est reconnu.
tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, et puis peut-être que ce type de patient, Laurence, en vous confiant quelque chose, c'est aussi un appel à l'aide et en fait, relayer cette aide auprès du médecin, ça peut, voilà, s'il en a parlé déjà, c'est peut-être, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Non, non, c'est certain. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, je pense que j'ai posé toutes les questions. J'ai vu passer, je ne sais plus qui. Peut-on voir les enfants seuls dans un premier temps, puis... Ah oui, est-ce que je vous ai posé cette question? Peut-on voir les enfants seuls dans un premier temps, puis avec leurs parents? Non, on l'a déjà vu. Manuela dit, je vous écouterai pendant des heures. Et puis, j'avais vu, est-ce qu'il faut calculer les ingestats? Je pense que la réponse était dans la conférence. Il est vrai, je voudrais, moi, ajouter mon petite... je suis assez présente sur les réseaux sociaux, et puis même auprès des diététiciens qui sont peut-être présents là aussi ce soir, c'est vrai que souvent, j'entends dire, mais vous leur apprenez encore dans vos cours à calculer les rations. Et oui, parce que vous voyez, ça a été la démonstration même que c'est très important justement de calculer des apports spontanés, de calculer. Donc effectivement, je réponds à votre question, je ne sais plus qui l'a posée. Oui. Bonsoir. Pardon, allez-y, prenez la parole. C'était Léa, bonsoir Marie-Caroline et merci Marie-Josée pour votre intervention qui était passionnante et vraiment intéressante. Mais effectivement, je rejoins Marie-Caroline. D'ailleurs, je suis en plein dans vos rations. Du coup, effectivement, ma question, c'est qu'on nous, étudiants, nous enseigne souvent les rations, etc. Et quand on stage, on dit, ah, bah, vous savez, une fois que vous êtes en diététicien, vous faites plus de rations, il n'y a plus tout ça. Mais effectivement, dans des situations comme ça de calcul d'ingestat, est-ce que en tant que diététicienne, vous savez approximativement ou est-ce que vraiment vous prenez tous les repas et vous décortiquez et vous calculez les ingestats pour voir où en est le patient du coup? Est-ce que ça se fait encore dans une analyse comme ça? Mais ça dépend des situations, mais bien souvent, c'est en calculant les résultats de l'anamnèse diététique que l'on obtient, que l'on observe tout d'un coup quelque chose qui est tout à fait anormal. En tout cas, je parle pour la pédiatrie naturellement. Lorsque vous voyez tout d'un coup que la quantité de protéines est double par rapport aux recommandations, ou voire triple, on voit un petit peu de tout. Donc, je veux dire, il faut, en calculant les ingestats, vous vous dites, tiens, mais au fond, il y a trop de sodium, tiens, mais au fond, il n'y a pas assez de potassium. Enfin, ça vous montre des choses que vous ne pouvez pas avoir simplement sur la base d'une description des aliments qui sont ingérés. Moi, je pense que c'est important. Et plus vous faites ça, plus ça va vite aussi de calculer. Vous ne devez pas calculer précisément au milligramme près, mais je veux dire, ça vous donne une idée. Tiens, là, il n'y a pas de calcium. Tiens, là, il y a beaucoup trop de magnésium. Enfin, c'est intéressant. Ça vous montre beaucoup de choses. Moi, je le ferai. Surtout au début, après vous allez vous rendre compte par vous-même de ce qui est absolument incalculable parce que c'est beaucoup trop imprécis, ou de ce qui peut vous apporter des informations importantes pour votre patient. Oui, je Okay. vous Vous n'êtes pas obligé de calculer en 36 nutriments. Vous faites protéines, lipides, glucides et l'équilibre, ça va très vite. Et plus vous le faites, plus vous allez vite, surtout avec les calculettes actuelles et les moyens informatiques que l'on a maintenant. Et justement, Manon demande, avez-vous un outil pour le calcul des rations? Et je me permettrai, moi, de donner mon... moi, j'ai fait ma feuille Excel pour mon calcul. Finalement, il n'y a rien de mieux qu'un outil que vous créez. Alors, il en existe beaucoup qui sont certainement très bien, mais quand vous créez votre outil, je trouve que c'est beaucoup plus... Bon, maintenant, ça, c'est mon avis personnel. Je vous laisse répondre, Marie-Josée. Merci. Non, mais c'est tout à fait d'accord. On prend l'outil auquel on fait confiance, mais je veux dire, c'est vite fait. Après ça, une fois qu'on a l'habitude, ça va très vite. Et puis, on voit plus de choses que ce qu'on aurait fait. Si on calcule protéines, lipides, glucides, c'est déjà très bien. Mais à côté de ça, apparaissent avec vos systèmes actuels de capacité de calcul par informatique, des choses qu'il faut signaler au médecin parfois. Trop de potassium, trop de
si trop de là. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui paraissent évidentes quand vous les calculez et que vous ne constatez pas quand vous avez l'impression que c'est mal équilibré. Et les médecins sont souvent étonnés des retours qu'on peut leur faire parce qu'ils Oui. ils ne savent pas, enfin en France, ils ne savent pas tous. Alors il y a des services qui sont très, très en pointe, mais je pense notamment en ville, ils ne connaissent pas notre niveau d'expertise. Et c'est vrai que quand on leur donne un retour précis sur certains points, ils sont souvent assez étonnés et c'est ce qui entraîne un partenariat de qualité. J'ai une autre question de Laurence qui demande comment avez-vous fait pour convaincre les parents véganes avec le souci de leur enfant? Ah oui. Là, bon, c'est un travail d'équipe. Ça a été le pédiatre qui s'est vraiment très fort inquiété pour cet enfant-là et qui a mis les parents devant les, les risques pour cet enfant-là. Et donc, c'est une forme de maltraitance. Donc, à un moment donné, ça donne l'autorité au pédiatre de dire maintenant, ça suffit de faire des choses comme ça. On peut utiliser des laits végétaux si on veut, mais alors des laits végétaux de qualité. Si on prend des laits de soja, par exemple, qui sont avec une composition correcte, ben, c'est quand même beaucoup moins grave que de chipoter avec des jus. Simplement de dire aux parents que ce ne sont pas des laits d'amandes, mais des jus d'amandes, ce ne sont pas des laits je ne sais pas encore quoi. Tout ça sont des jus qui ne contiennent pas les protéines de haute valeur biologique. Alors, je pense que la difficulté actuelle, c'est que par rapport à c'était un enfant que vous avez vu en quelle année à peu près? Oh, ça doit être dans les années 90, je pense. Oui, donc comment dire, la communication avec les parents devait être différente de celle Oui. actuelle où on rencontre souvent, mais ça, je pense que tout le monde peut en témoigner, on rencontre souvent des parents qui pensent en savoir mieux que nous. Oui. Surtout dans ce type d'alimentation du type vegan, végétalien. Et il n'est pas facile de les prendre en charge dans ces cas-là et d'arriver à les mener. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est aidé lorsqu'un pédiatre nutritionniste fait les prises de sang, montre les déficits en acides aminés essentiels et que, alors à ce moment-là, ça devient de la maltraitance d'enfants et ça, c'est un tout autre chapitre. Et donc, ce n'est plus notre rôle tout à fait, c'est le rôle des médecins nutritionnistes, je vais dire. Oui, tout à fait. Donc, j'ai quelques retours, notamment de Sylvie qui dit qu'elle a fait, quand elle était étudiante, c'est une ancienne étudiante, des calculs en stage thérapeutique et que finalement, elle passait des heures sur ses rations et que maintenant, elle est très... Et c'est vrai que les calculs dans les stages, je le dis tout le temps à mes étudiants, c'est de l'entraînement, entraînement, entraînement. C'est pas difficile, c'est que de l'entraînement. Et c'est vrai que ça doit être très, très rapide, entre guillemets. Et vous verrez, pour les étudiants qui sont présents à cette visioconférence, vous verrez qu'en diététique thérapeutique, les diététiciennes à l'hôpital, j'ai souvent l'habitude de dire, puisque j'ai été aussi hospitalière, qu'on fait nos rations sur un bout de table, on va très vite. Ce qui vous semble compliqué maintenant, vous allez voir, alors sauf pour certains calculs vraiment particuliers, c'est de l'entraînement. Oui. Puis il y a des programmes de calcul qui sont remarquables, hein, je veux dire. Oui, mais il faut qu'il commence sans programme de calcul. Et ensuite, oui. voilà. Ah oui, bien entendu, mais par la suite, dans la routine, quand on a beaucoup de patients, c'est plus utile. Non, il faut commencer par le faire comme ça, naturellement. Quelle est la crédibilité d'une diététicienne à l'hôpital face à un médecin nutritionniste? Qui s'occupe de quoi? Mais il faut le définir. Il y a des aspects pratiques que même les médecins nutritionnistes ne connaissent pas. Ils vont bien connaître la nutrition, le métabolisme, les pathologies qui tournent autour de ça, mais ils seront très heureux que vous preniez en charge l'aspect pratique des choses. Parce que c'est la même chose un peu avec les pédiatres qui disent « oui, mais c'est nous qui expliquons les biberons ». Très bien. Alors un jour, on m'a demandé de donner une formation pratique sur la préparation des biberons avec les pédiatres qui venaient d'arriver en formation et qui étaient quand même en première ligne, qui assuraient les consultations à l'hôpital.
J'ai été sidérée parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Il y en a un qui ne savait pas comment il fallait mettre la tétine sur le biberon et qui l'a lancée en l'air en espérant qu'elle retombe sur le biberon et des choses comme ça. Or, c'est eux qui doivent expliquer. Alors, est-ce qu'il faut mettre la poudre avant l'eau? Est-ce qu'il faut mettre l'eau avant la poudre? Est-ce qu'il faut secouer? Est-ce qu'il faut mélanger avec un fouet? Enfin, il y a toute une série d'aspects pratiques de préparation d'un biberon qu'ils ne connaissaient absolument pas. Mais ils étaient ravis d'ailleurs de l'apprendre, ceci dit. Hein. Mais donc, nous avons des compétences en technologie, je vais dire, qu'ils n'ont pas. Et ils apprécient le fait, ça prend du temps d'expliquer comment on fait un biberon, comment on fait des bouillies, comment on fait l'une et l'autre chose, et sauf ceux qui ont des petits-enfants à la maison, et encore, euh, les autres ne savent absolument pas par où commencer, ce qui fait qu'ils sont très heureux de faire appel à nous et de collaborer. Tout à fait. Et j'ajoute sur mon expérience personnelle, enfin professionnelle, bien entendu, de diététicienne en libéral à Saint-Brieuc, que j'ai donc quand je me suis réinstallée, je me suis présentée auprès des médecins de mon secteur, enfin le plus possible. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, mais et donc j'ai contacté un médecin nutritionniste que je suis allée rencontrer et nous travaillons désormais ensemble. C'est-à-dire qu'elle m'envoie des patients. On ne fait pas le même travail. Elle m'envoie des patients, je sais que certains patients sont allés la voir à tel moment, etc. Donc, c'est vraiment un partenariat. Et ça, je voudrais insister sur cet aspect-là auprès des étudiants, parce qu'on voit actuellement, il y a quand même un petit souci dans notre profession. Vous le voyez bien, donc en France, ce qui se passe un petit peu sur certains glissements de pratiques chez certains professionnels. Je ne parle pas des diététiciens nutritionnistes, mais on voit les naturopathes ou autres. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous mettez en place un partenariat vraiment de grande qualité avec les médecins prescripteurs, vous allez vraiment bien travailler, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Mais pour cela, en amont, il faut avoir fait vraiment un travail d'expertise. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'expertise nutritionnelle, c'est vous. Les aliments, voilà, c'est nous. Donc, il faut avoir un discours de qualité, une communication de qualité avec les médecins, et je vous assure que vous travaillez beaucoup, enfin, que ce soit à l'hôpital, regardez quand vous serez en stage thérapeutique, la qualité de communication entre le diététicien et le médecin est absolument primordiale, mais aussi avec les autres professionnels de santé. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est super, tout à fait. Alors, avez-vous créé des ateliers d'éducation thérapeutique du patient en pédiatrie? Quels outils sont les plus adaptés pour cette population? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Vous ne voulez pas me répéter la question? Alors, les outils? Andrea demande des ateliers d'éducation thérapeutique du patient en pédiatrie. Ah, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses qu'on n'appelait peut-être pas ateliers, mais je veux dire, la première chose qu'on a faite, c'est de faire des séjours de vacances pour enfants diabétiques. Ça, c'était la première initiative. Et aussi des séjours de vacances pour d'autres pathologies chroniques comme les maladies rénales. Et à cette occasion-là, on partait avec les pédiatres, les infirmières, les infirmiers, enfin, infirmières, des éducateurs sportifs, enfin tout un groupe. Il y avait à peu près un adulte pour 2 enfants et chacun intervenait, et les uns faisant faire du sport, les autres. On a fait des séjours comme ça de vacances pendant 15 jours ou un mois avec les enfants malades chroniques. La même chose a été faite pour les enfants souffrant de maladies rénales. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait. Je veux dire, des ateliers. Enfin, de mon temps, peut-être que ça se fait maintenant. De mon temps, non, nous ne faisions pas ça. On n'avait pas le temps pour tout dire. On était présent dans les consultations, oui, on était très disponible, mais sans plus. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on peut terminer, conclure. Vous voulez un petit mot de conclusion, Marie-Josée? Je vous laisse le mot de la fin. Mais d'abord, le mot de la fin, c'est merci beaucoup pour votre présence d'abord et merci pour vos discussions qui sont bien intéressantes. Et je vous souhaite une très, très belle carrière. Vous allez voir, c'est fort intéressant, c'est tout à fait passionnant et on n'a pas toujours l'impression de travailler vraiment.
Eh bien, merci d'avoir accepté, d'avoir pris le temps, une fois encore, d'intervenir auprès des étudiants. Donc, je vous rappelle que le premier prix Marie-Josée Mauzin sera le 30 mars, c'est ça, à 2 diététiciennes qui ont fait de très beaux travaux en pédiatrie. On vous avait parlé tout à l'heure de Anne-Marie Dartois. Je rappelle aussi aux étudiants que le prix Anne-Marie Dartois est décerné depuis 4 ou 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus, lors des journées d'études de la FDN à 2 anciens étudiants pour récompenser une étude personnelle et un rapport de stage optionnel de qualité. Donc, quand vous êtes diplômé, vous pouvez, si vous avez réalisé une étude personnelle vraiment pour laquelle vous êtes vraiment très fier et puis qui est une avancée, vous pouvez la présenter donc à la FDN et vous serez peut-être récompensé par le prix Anne-Marie Dartois. Donc, on a 2 prix qui sont très sympathiques. Et puis, pour tout ce qui concerne la pédiatrie, vous pouvez aller sur le site du CEDE pour regarder un petit peu ce qu'il en est pour les étudiants qui ne connaissent pas encore et assister aux conférences. Je ne sais pas si elles sont ouvertes aux étudiants, la conférence de Paris. Oui, certainement. D'accord. Il y a un tarif spécial pour étudiants d'ailleurs. Mais on peut aller voir ça sur le site du CEDE. Alors. Oui, le site du CEDE, vous tapez cede.fr, je crois, non? Je me souviens plus. Je le mettrai sur ma page. cede-nutrition.org. Voilà, cede-nutrition.org. Et puis, vous aurez la chance de rencontrer Marie-Josée Mauzin. Vous m'avez dit le 30 ou pardon, je suis désolée, le 30 ou le 31 mars. Voilà, moi je vais tout faire pour y être aussi, pour vous rencontrer en vrai, avoir cette chance. Vous avez le livre notamment de Marie-Josée Mauzin qui retrace le parcours d'une diététicienne en pédiatrie que je vais republier sur ma page Facebook qui faisait partie de la présentation j'avais mis pour. Donc n'hésitez pas à le commander parce que c'est un livre qui est unique, parce qu'il n'en existe pas d'autres de ce type-là et qui vraiment est très, très enrichissant pour vous en tant que futur professionnel. Je vous remercie vraiment encore, Marie-Josée. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Et puis, une prochaine fois, vous avez beaucoup de succès. À bientôt alors. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous garde, Marie-Josée. J'arrête juste l'enregistrement. Je dis au revoir à tout le monde et puis je vous garde juste pour vous saluer.